Mesdames et messieurs, chers internautes, merci pour votre fidélité à ESAE TV. L'instruction, l'éducation est le meilleur héritage à laisser à nos enfants, dit-on très souvent. Et ce secteur éducatif au Bénin subit une crise depuis quelques semaines. Comment sortir de la crise? Des jeunes se prononcent sur la question. Et c'est d'ailleurs ce à quoi nous allons nous atteler tout au long de cette émission, le débat. Comme invité, M. Habib Arandessi, il est sociologue de formation, ancien responsable étudiant et activiste politique. Monsieur Arandessi, bonjour. Bonjour, madame. À ses côtés, monsieur Gildas Agoton, coordonnateur de la Fondation Potier de la République. Bonjour également. Bonjour, madame. Le débat du développement d'un pays concerne les fils et filles de ce pays. Et c'est fort de cela que nous avons invité pour vous ces jeunes gens, ces jeunes personnes pour mieux connaître leur position sur cette crise qui secoue le secteur de l'éducation et surtout leurs solutions pour une sortie de crise. Chers invités, quel est le regard ou quel est votre regard sur la crise sociale actuelle? Il faut dire que la crise sociale actuelle que nous vivons au Bénin est le résultat d'une attitude adoptée par l'actuel régime, de par ses choix, de par ses décisions, de par tout ce qui est engagé comme réforme. Et la réponse des acteurs sociaux à tout ce qui est mis en œuvre donc, par le gouvernement. Et donc, les acteurs sociaux estiment que tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui est également compte tenu d'un certain nombre de droits acquis et que le gouvernement devait fournir beaucoup plus d'efforts et de plus devait se faire le devoir de mettre beaucoup plus de transparence dans la gestion pour associer tout le monde. Donc c'est ce manque, n'est-ce pas, de transparence, c'est ce manque d'implication de tous les acteurs, c'est ce manque d'ouverture du gouvernement, ma foi, qui a amené donc les acteurs sociaux à réagir. Et donc, en conséquence, nous avons la crise actuelle que nous vivons depuis quelques semaines au Bénin. Pour celui qui a appris à analyser les comportements des groupes sociaux, quelle est votre analyse? La crise ne se décrète pas. La crise, on ne se lève pas un jour pour dire qu'on est en crise. C'est une accumulation de frustrations, de problèmes. C'est le résultat des inégalités sociales, c'est le résultat des inégalités dans les salaires, c'est le résultat de tout un processus où une majorité est laissée sur le carreau et une petite minorité en profite. Et vous allez remarquer que ce que nous traînons aujourd'hui comme problème, le mobile même de la crise actuelle, ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est encore plus grave parce que le gouvernement en place a eu, comme mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure, a eu à engager certaines réformes qui, par laquelle le grand nombre des acteurs sociaux ne se retrouvent pas. Sinon, nous dirons qu'une partie se retrouve pleinement dans cette réforme et en bénéficie, mais le grand nombre, la grande majorité des Béninois aujourd'hui ne se retrouvent pas dedans. Et vous allez remarquer que dans les discours, la question du salaire revient très souvent. Parce que c'est inconcevable qu'on soit dans un pays démocratique et que ceux qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité, des postes politiques, les postes où on ne demande même pas un diplôme requis, bénéficient d'un salaire inouï. Et quand vous entendez vous-même, vous êtes frustré en tant que citoyen, et que ceux qui travaillent normalement ne puissent pas jouir pleinement de ce qu'ils font comme boulot et du sacrifice que ces gens-là consentent pour le pays. Donc c'est un peu ça, c'est le résultat de tout ça là qui aujourd'hui prolonge la crise. Voilà. À vous entendre, chers invités, on a l'impression que le gouvernement est la source de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, même si vous relativisez en disant que c'est des problèmes qui datent d'un moment déjà, de plusieurs gouvernements déjà. Mais est-ce qu'à un moment donné, le citoyen n'a pas perdu son comportement patriotique, son comportement citoyen? Est-ce que l'argent doit tout justifier, Monsieur Agoton? Oui, c'est vrai que les problèmes que nous vivons au Bénin n'ont pas
seulement pour seuls responsables les dirigeants. Il y a aussi que les citoyens que nous sommes, nous avons notre part dans tout ce qui est situation difficile que nous vivons dans le pays aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs nous, Potier, nous disons qu'il faut refonder la société, n'est-ce pas, et que les valeurs, les principes démocratiques puissent sous-tendre et constituer donc des piliers pour notre société. Et donc l'idéal de perfectionnement de l'humain doit être au cœur de l'action publique. Mais il faut dire aussi qu'au-delà du fait que le constat est que le citoyen béninois, quand vous l'analysez un peu dans ses motivations, quand vous l'analysez un peu dans sa valeur intrinsèque, vous vous rendez compte qu'il y a un peu une déliquescence de certaines valeurs et des mobiles liés à l'intérêt général qui l'amènent, n'est-ce pas, à agir. Mais beaucoup plus loin, c'est que le dirigeant aujourd'hui, les gouvernants n'inspirent plus mon confiance. C'est qu'ils ne donnent plus réellement, ils ne représentent plus l'exemple qu'il faut pour les populations. Et en temps normal, il revient également aux dirigeants de tout faire par l'exemple. Et ce que nous ne constatons pas aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, il y aura toujours une réaction à chaque acte, à chaque action des dirigeants de la part et des populations, puisque nous sommes dans un régime démocratique. Et l'un des principes fondamentaux de ce régime, c'est la gestion participative. Donc, lorsque vous n'impliquez pas pour les gens, ou bien du moins vous voulez vous faire passer comme un démuge, comme un demi-dieu, donc quelqu'un à qui, ou bien des gens à qui on a confié la gestion du pays, et donc les populations doivent croiser les bras et non plus rien à dire. Il n'y a pas de raison donc que vous ne créez pas donc, des situations de conflits. Donc la responsabilité aujourd'hui, elle est partagée aussi bien donc, de la part des dirigeants qui, dans la manière donc, de gérer l'État aujourd'hui n'inspire plus bonne confiance que donc du côté du citoyen qui lui-même n'a pas réellement conscience de son rôle et de sa participation, de tout ce qu'il doit pouvoir faire comme pression, de son implication réelle et forte pour influencer les choses donc, dans le bon sens. Donc c'est ainsi que nous sommes dans la situation actuelle. Quand je vous prends en mot, il faut refonder les valeurs, il y a une crise de confiance, il faut une meilleure participation des populations, mais est-ce qu'à un moment donné, nous n'avons pas accepté dans ce système démocratique-là, donner notre légitimité à ce gouvernement-là pour pouvoir gérer en notre nom et nous rendre compte à la fin de ce mandat, M. Arandessi? Je pense que nous sommes en train d'aller un peu, de passer un peu à côté. Nous ne sommes pas encore au sein d'une crise politique. Nous sommes au sein d'une crise sociale. Mais puisque vous dites que c'est les dirigeants qui sont à la base. Oui, c'est les dirigeants. Vous savez, il y a une relation entre la masse et la petite minorité que nous avons choisie pour nous diriger. Donc, ce que nous avons comme problème, on n'a pas un problème, on est face à une crise. C'est-à-dire que nous sommes face à plusieurs problèmes accumulés qui aujourd'hui créent une crise. Parce qu'il faut comprendre le sens de la crise. Si c'est un problème, on n'allait pas en faire toute une histoire ou bien tout un débat. Nous sommes face à une crise. Et quand vous voyez la plateforme de revendication, j'ai le mérite là d'être sociologue de formation et d'être un acteur du monde estudiantin. Et c'est pratiquement la même chose. Quand vous voyez la plateforme de revendication des acteurs sociaux, des partenaires sociaux, des syndicalistes aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est plusieurs problèmes. Nous sommes en train même de parler des problèmes qui ont été agités même lors de la gestion du président Boni Yayi, qui sont revenus aujourd'hui. Le problème pour lequel le peuple béninois a pensé que le président Talon serait une solution. Serait une solution. Et je pèse bien mes mots, le mobile même de la crise que nous sommes en train de traîner aujourd'hui, c'est l'inégalité des salaires. L'inégalité a tout le temps existé. Oui, non, justement, c'est pas parce que le mal a existé et continue d'exister qu'il faut dire que c'est bon, c'est normal. Le mal n'a jamais été normal. Pourquoi en vouloir alors à ce gouvernement? Non, on n'en veut pas justement à ce gouvernement. Si on dit qu'on en veut à ce gouvernement, on va biaiser l'analyse. Nous avons un gouvernement qui est devant nous. D'abord, l'État a une continuité. Le gouvernement a bien dit qu'il doit aller étape par étape pour régler les problèmes. Justement. Pourquoi ne pas se patienter? Justement, quand vous êtes devant des partenaires sociaux qui traînent un problème depuis 4 à 5 ans, à qui on sait toujours la même réponse, et qui voient quand même un certain nombre de changements au niveau de la gestion politique de leur pays, mais jamais de changement à leur niveau.
quand vous me dites le salaire de nos ministres et autres est avoisinait à peine le salaire de base, 3 millions à peine, et avec les primes, on atteignait peut-être 6 millions. Mais aujourd'hui, le salaire du ministre est environ, si je ne vais pas exagérer, à 8 millions. Vous avez les preuves? Vous vous contentez de ce qui est passé sur les réseaux sociaux? Au minimum. C'est pourquoi je suis désolé quand le président de la République, par exemple, ne déclare pas le salaire de ses ministres et son salaire à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que d'une part... Le problème de transparence se pose. Oui, d'une part, ceux qui ont saisi la Cour par rapport au salaire des ministres ont raison de le faire. Non seulement ça, quand vous voyez le préfet aujourd'hui, il y a un décret qui est pris. Il y a un arrêté qui est pris pour matérialiser le salaire des décès des préfets. On ne va pas toujours tirer le débat dans ce sens-là, non? Mais oui, on doit tirer le débat dans ce sens. Et c'est là qu'on va mieux comprendre. Quand vous voyez le policier qui est au bord de la voie, quand vous voyez l'enseignant... Bon, pour régler le problème, est-ce qu'on doit amener les salaires des ministres à 100 000, 200 000 pour contenter les travailleurs? Non, le problème n'est pas... Parce que le gouvernement dit qu'il faut travailler pour que les caisses se remplissent, pour pouvoir donner un peu aux autres aussi. Le problème est qu'au même moment où on dit que la caisse de l'État est vide, ceux qui sont à des postes politiques, si vous étiez à la place d'un enseignant et que vous analysez, vous ne pouvez qu'être révolté. Et vous ne pouvez que pousser ceux qui sont aujourd'hui devant vous et qui défendent vos valeurs, vos intérêts moraux, vos intérêts matériels et autres. Vous ne pouvez que les pousser à dire il faut que le salaire du Béninois Langa, le dernier Béninois, le dernier fonctionnaire de l'État, soit amélioré. Oui, mais il y a un paradoxe et une préoccupation qui m'anime souvent, excusez-moi d'insister ainsi, M. Arandessi. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours vouloir que ceux qui sont dans le système étatique et dans le système public soient toujours mieux à l'aise, alors que dans le privé, il y a d'autres inégalités qui ne disent pas leur nom et pourtant personne ne fait rien pour. Et pourtant, c'est des cas à qui certains acteurs du privé sont affiliés ne font rien pour. Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous imaginez ici, si le privé aussi se met complètement en grève comme le font les acteurs du secteur public, si le pays va marcher? C'est frustrant également de savoir qu'on paie ses impôts, qu'on participe au développement de son pays pendant que d'autres sont à la maison, ne veulent rien faire et veulent de l'argent. Non, si... Sociologiquement, comment est-ce que vous analysez cela? Sociologiquement, la grève, d'abord, c'est un droit absolu. Bon, on ne dénie pas ce droit-là. Voilà. Donc, quand vous dites, par exemple, que les gens sont à la maison et ils veulent un salaire... Mais ils ne travaillent pas, ils sont en mouvement tout le temps. Vous dites que c'est un droit acquis. Et pourtant, d'autres travaillent à leur place pour pouvoir leur permettre de prendre le salaire. Le droit de grève est un droit absolu. C'est-à-dire que si... Et c'est consenti et matérialisé par notre constitution. On ne dit pas non, mais c'est toujours il y a toujours une loi sur la grève qui dit également que quand on grève, on doit être défalqué. Donc, on peut au moins accepter pour le bien de la cause qu'on défend, qu'on défalque aussi. Vous savez, si on accepte, moi je ne parle pas en tant qu'un opposant, j'analyse. Le jour que les partenaires sociaux vont accepter d'être défalqués, le droit de grève n'a plus son sens. Mais le droit de grève n'a plus son sens déjà, puisqu'on sait que, je vais passer la parole un instant à M. Aboton, quand on sait déjà que tout le temps qu'il y a un problème, on n'utilise pas le sitting, on n'utilise pas les voies de recours, on ne saisit pas les juridictions, le premier moyen qu'on trouve, c'est la grève. Est-ce que la grève n'a pas perdu sa valeur en temps? Non, ce n'est pas tout à fait cela, parce que moi, je ne suis pas du tout d'avis de la mauvaise foi qu'on a tendance tout le temps à prêter aux syndicalistes. Personne ne leur prête de mauvaise foi, c'est plutôt eux qui pensent que le gouvernement est de mauvaise foi. Il faut analyser depuis avril 2016 le comportement des syndicats ou des syndicalistes dans le temps. Et pendant plus d'un an, c'est-à-dire d'avril 2016 à avril 2017, et moi, je dirais même que nous avons vu les syndicalistes soutenir le gouvernement. Ils n'ont pas le choix puisqu'ils l'ont amené au pouvoir. Tout à fait. Maintenant, pour dire que le gouvernement est en train, n'est-ce pas, d'aller dans le bon sens. Mais il est arrivé un moment où, avec un certain nombre de situations, parce que les gens ont commencé par soupçonner que l'emploi du chef de l'État est en train de prendre en otage, n'est-ce pas, tout ce qui est lié à l'économie du pays. Donc, dépouiller l'État de ce qui est ressources pour confier donc au privé, et que donc c'est l'entourage, les proches du chef de l'État qui sont un peu dans cette mafia-là et qui en profitent. À partir de ce moment-là, une situation qui ne permet pas la redistribution équitable des ressources, c'est normal que les partenaires sociaux, donc, en tant que les garants aussi, donc les gardiens du temple, c'est-à-dire de la République, qu'ils montent au créneau pour dire, pour d'abord en appeler donc à la conscience du chef de l'État, pour en appeler à leur sens de responsabilité et pour donc les amener à aller à faire ce qu'ils doivent faire pour l'intérêt général. Donc ça a d'abord amené les
syndicaliste a commencé par dénoncer. Il y a d'abord eu un long temps de dénonciation de ces inégalités. On ne revient pas sur le processus, on sait qu'ils ont eu à faire des choses, mais aujourd'hui on leur dit patienter, trouvons la possibilité de régler le problème. Ils l'ont fait. Et le gouvernement les a appelés, il n'y a pas eu, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu réaction première à ce qui... mais quand je dis que le droit de grève, quand je dis que le droit de grève est devenu la règle, je ne parle pas forcément d'aujourd'hui. Je parle de depuis 1990 tout au moins, où on est allé à la conférence nationale, à la moindre incartade, on dit on ne veut pas revivre la situation de 89 et on choisit la grève. Et puisque le gouvernant aussi, les gouvernants eux-mêmes n'adoptent pas les comportements, c'est-à-dire l'attitude qu'il faut face aux partenaires sociaux. C'est là le fondement. Parce que quand vous faites l'analyse de la situation actuelle, c'est vrai, c'est lié aux inégalités qui sont multiformes, variées et diverses. Mais également, c'est lié à la gestion globale de l'État, où les partenaires sociaux, non, l'État, c'est-à-dire la façon dont aujourd'hui notre État est géré. La façon dont l'État aujourd'hui est géré, parce que les gens estiment qu'ils ne sont pas associés en tant qu'acteurs de premier rang dans la prise de décision. Les gens estiment même qu'il n'y a pas une considération vis-à-vis, c'est-à-dire une considération de la part, n'est-ce pas, du gouvernement aux syndicats. Ils estiment qu'il n'y a pas en tout cas une sincérité vraiment prononcée et qu'il n'y a pas une ouverture d'esprit de la part des gouvernants à négocier, parce qu'ils sont campés en tant que dirigeants sur leur position, estimant, n'est-ce pas, qu'ils sont peut-être le léviathan à qui on doit se remettre et qu'on a pu à réagir. Donc, à partir de ce moment, comprenez aussi parfois que les réactions se ressemblent peut-être à des réactions. Mais vous pensez que le gouvernement a tort de ressembler au léviathan? Le gouvernement a tort parce que la légitimité que nous lui avons conférée par le vote ne veut pas dire que nous dépouillons de cette légitimité. La légitimité, elle reste toujours, et elle demeure populaire. Elle reste et elle demeure donc pour le peuple, et c'est au peuple donc de la laisser. Donc, et c'est dans tout ce que le gouvernement fait à chaque instant et autre, l'appréciation du peuple en est donc une forme de cette légitimité-là qui une forme expressive donc de cette éligibilité. Donc le gouvernement est obligé d'en tenir compte. Donc, pour revenir à la question, c'est que si les partenaires sociaux, les syndicats sont obligés d'aller à la grève, c'est parce qu'il y a eu des étapes qui n'ont pas été respectées, et donc à des niveaux donnés, les négociations, tout ce qui a été fait, ça n'a pas abouti. Mais j'allais finir pour dire qu'avant ces grèves-ci, il y a eu des sittings pour... Mais pourquoi j'ai l'impression que sur ce plateau aujourd'hui, vous vous mettez plus du côté des syndicalistes, des partenaires sociaux que du gouvernement? Est-ce que parce que c'est un État, parce qu'on lui a pas donné toute leur légitimité, l'État doit être toujours fautif? Non, ce n'est pas. Parce que dans le débat, chaque fois, on a l'impression que l'État le premier responsable aujourd'hui de la crise, c'est le gouvernement. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas dénier la part de responsabilité des syndicalistes aussi, et des différents syndicats. Parce que, j'allais dire, la situation dans laquelle, à un moment donné, eux-mêmes, ils s'étaient mis, et il y a, je crois, un des syndicats, la CSTB, qui en son temps avait dénoncé, avait dit que la charte qui avait été signée, ce n'était pas une charte qui donnait toutes les garanties donc, aux syndicats, mais ils y avaient cru. Donc on pouvait, n'est-ce pas, souligner par là un peu leur naïveté. Naïveté. Tout à fait, il y a cela. Mais plus loin, vous trouvez toujours des boucs émissaires. Non, mais aussi, c'est que bon, les syndicalistes aussi, on a tendance, il y a toujours cette force, cette hégémonie un peu donc, de la part des syndicalistes qui ont tendance à être un peu plus forts, et des syndicats. C'est également à dénoncer. Mais tout dépend alors des mécanismes que nous trouvons pour régler les conflits qui naissent donc, entre l'État et ses syndicats. Parce que tout doit se faire en réalité, en définitive, dans l'intérêt des populations. Et donc les syndicats aussi étant donc, des bénéficiaires, il faut
leur trouver justement leur part de responsabilité, mais également les considérer aussi comme des victimes de la situation. C'est pourquoi on est obligé donc peut-être de mettre beaucoup plus le doigt sur ce qui ne va pas, étant de la responsabilité du gouvernement. Oui, mais on doit toujours mettre le doigt sur ce qui ne va pas, c'est normal, mais la pédagogie voudrait également que quand c'est bon, qu'on le dise. Pourquoi chaque fois le gouvernement doit être celui qui fait mal? Monsieur le sociologue. Je vous remercie. J'ai écouté... Puisque l'État, comme on le dit, oui, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. C'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est justement pourquoi les gens peuvent aller en grève. Si les gens ne participaient pas, parce qu'au quotidien, chaque Béninois paie son impôt. Au quotidien, ça peut être par les droits indirects, ça peut être par les droits indirects, ça peut être par les impositions directes et autres. Vous savez, j'ai écouté un ministre parler, un ministre de la République, dont je tais le nom bien sûr, qui disait que les gens meurent au quotidien aujourd'hui dans nos hôpitaux et que les grèves font assez de dommages. Dans le même temps, il y a un syndicaliste qui est monté au créneau pour dire ce n'est pas les grèves qui tuent les gens dans les hôpitaux, mais c'est la qualité du plateau technique. Quand vous analysez ces deux discours, vous allez mieux cerner que nous sommes dans un rapport de force. Et malheureusement, c'est un rapport de force entre la grande masse et la minorité choisie. Pourquoi opter pour un rapport de force? D'accord, le plateau technique n'est pas suffisant, ne fonctionne peut-être pas assez, mais si on n'allait pas en grève, on pourrait sauver quelques vies. Justement, je n'aimerais pas rentrer trop, je ne voudrais pas m'enfoncer trop dans cette analyse parce que nous allons nous écarter du vrai débat. Vous savez, le vrai débat se trouve aujourd'hui au niveau de la relation que la petite minorité choisie par la masse lie désormais avec cette masse. C'est comme si, quand on parle des syndicalistes, à vous voir dans l'orientation des questions, c'est comme si les syndicalistes ne sont pas des humains et ne comprennent pas ce qui se passe. Je vous réexplique la situation. Les syndicalistes sont des humains, ils sont des citoyens béninois. Oui. Les syndicalistes défendent les intérêts corporatistes des fonctionnaires. Oui. Mais on a vu même ces syndicalistes-là, à des moments donnés, entrer dans des mariages incestueux qui aujourd'hui font qu'on n'a plus trop confiance en eux. Mais, et vous n'allez pas me dénier, vous n'allez pas me dire que j'ai tort en disant cela. Faisons. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'exceptionnel. On les a vus vilipender un autre régime ici pour que celui qui est actuellement au pouvoir vienne. C'est tout à fait normal. Vous savez, quand on parle de rapport de force, ce n'est pas quelque chose même à éviter. Nous sommes en perpétuel rapport de force. Et quand donc, tant pis avec qui on lit ce rapport-là. Non, écoutez, nous sommes dans un système où il y a un régime qui est installé. Ce régime, qu'on le veuille ou pas, doit avoir des opposants. C'est normal. Un conflit d'idéologie. C'est normal. C'est aussi normal. Et nous sommes dans un régime où la grande masse n'est pas quand même au centre de tout ce qui se passe. Et les gens expriment leur mécontentement. Le fait d'exprimer leur mécontentement face à un régime, d'exprimer leurs problèmes face à un régime, c'est tout à fait normal qu'il se crée des alliés politiques. C'est même inévitable. Dans tous les pays, c'est comme ça. Quand on dit que Talon a manipulé les syndicalistes pendant des années, je dis, mais qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il a manipulé. Oui, ils se sont laissés manipuler. Ce n'est même pas si je dis qu'ils se sont laissés manipuler. Quand je mène une lutte contre un régime qui prend une décision, excusez-moi, impopulaire, en tant qu'une corporation syndicale, et là, le gouvernement prend une décision contre moi, et je me mets en antipode de cette décision, systématiquement, je me fais des alliés. Et les alliés que je me fais, ce n'est pas des alliés politiques de la mouvance. Je me fais des alliés politiques de l'opposition. C'est systématique, ce n'est pas quelque chose même à dénoncer ou bien à... Tant pis si ça peut même être visible comme invisible. Vous avez vu dans ce pays des gens comme Djogbenou, pas Djogbenou, je ne dirai pas le nom de Djogbenou, des gens comme Candy Azanet qui était plus politique, qui était un député à l'Assemblée nationale, même marché avec les syndicalistes. On ne peut jamais... Il n'a pas été le premier. On ne peut jamais refuser cela parce que ces gens-là, ces politiques qui sont dans l'opposition estiment que c'est du peuple qu'il s'agit. Et en tant que politique et en tant que représentant du peuple, c'est tout à fait normal qu'ils se mettent aux côtés des syndicalistes pour dire « nous ne voulons pas ». Cela ne nous donne justement pas le droit de politiser la lutte des syndicalistes. Qui politise leur lutte? Non, justement, très souvent, on a tendance
à politiser. Mais vous dites que dans un rapport de force, tous les moyens sont bons. Si eux, ils pensent que les autres sont de mauvaise foi et qu'ils ne font pas bien, c'est normal que les autres aussi pensent qu'ils font une autre politique. Les syndicalistes ne pensent pas que, quand on analyse très bien, dans tout pays, moi je fais l'analyse dans tout pays, quand on parle du syndicalisme, il n'y a d'abord pas de syndicalisme qui fait de beaux yeux à un gouvernement. Quand vous voyez une corporation syndicale se ranger du côté d'un gouvernement, cette corporation perd en même temps sa valeur. Parce que le sens du syndicalisme, c'est que tant qu'il y a des problèmes au niveau de la corporation, tant qu'il y a des problèmes au niveau de la masse, l'esprit syndicaliste demande toujours à revendiquer. D'accord. Je voudrais juste rebondir pour dire ceci. Oui, c'est vrai que nous avons, il ne faut pas nier le fait qu'il y a une surpuissance des syndicats au Bénin. Et cela également dénote du fait, comme vous l'avez dit, de cette relation incestueuse parfois que les syndicats ont à entretenir avec les courants politiques. Mais de là, peut-être à déduire que tout mouvement de débrayage ou tout mouvement de grève, quand il est déclenché, c'est que cela a forcément une télécommande politique. Ce n'est pas aussi juste. Aujourd'hui, il faut comprendre que la force des syndicats au Bénin, c'est un héritage historique. Parce qu'il faut partir depuis des années 80 pour voir que tout ce que nous avons pu avoir comme acquis démocratique aujourd'hui, tout ce qui nous a permis de connaître un progrès, c'est pas la lutte syndicale. Et ça ne pourrait pas changer. Et donc, pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés à une situation où ça va changer parce que les différentes composantes de la nation ne jouent pas réellement. En ce qui concerne chacune d'elles, ne joue pas réellement leur rôle. Vous avez par exemple les politiques ou les politiciens qui ont complètement échoué, n'est-ce pas, et qui ont délaissé, qui ont déserté donc pour le forum et l'a laissé, et du moins l'a laissé dans les mains des syndicalistes qui du coup estiment que tout ce qui doit se faire, il faut à des moments aussi s'appuyer sur des politiques qui ont également des moyens pour les accompagner donc dans leur lutte. Donc c'est à dénoncer cette relation incestueuse, c'est à dénoncer parfois cette manière forte des syndicats à aller tout le temps à aller tout le temps peut-être par les grèves, tout ça et autres. Je suis d'accord, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont aujourd'hui dans leur droit pour ce qui est fait et c'est ça ce qui doit être retenu. Dans le secteur de l'éducation, le débat de sourds semble s'installer. Aujourd'hui, quelles concessions doivent être faites par les différentes parties? Monsieur Arandessi. Moi, je pense que face à une crise, la résolution d'une crise stipule la posture de la négociation. Et c'est en ça, je souris quand on dit que les syndicalistes vont rapidement en grève. Non, au Bénin, quand j'analyse la situation de notre pays, par rapport même à la nation que nous avons l'habitude de copier, la France, les gens vont plus en grève et plus rapidement en grève. Bon, pour revenir à notre débat, quelles concessions doivent être faites? Aujourd'hui, je pense que les syndicalistes ont fait, j'analyse la situation, juste à l'heure où nous parlons, les syndicalistes ont déjà fait assez de concessions. J'ai remarqué qu'ils s'en tiennent aujourd'hui à 1 ou 2 points de leur revendication. Une plateforme de revendication qui contient au minimum, je pense bien, 15 points. 15 points. Rappelez déjà les 2 points selon vous. Les 2 points aujourd'hui, c'est le statut particulier de l'enseignant aujourd'hui. Et je pense même que sur ce point, il n'y a pas de négociation à faire en temps normal. Le jour qu'il y aura de négociation à faire, c'est comme si on nous dit que aujourd'hui, quand vous voyez le dernier fonctionnaire de l'État, vous êtes fier de lui. C'est comme si quand vous le voyez... Le dernier fonctionnaire de l'État est-il un enseignant? Mais le dernier fonctionnaire de l'État, on ne peut pas considérer l'enseignant ou bien le militaire ou bien comment... non, je veux comprendre votre comparaison. On ne peut pas stigmatiser justement. Il y a des enseignants qui sont encore au niveau SMIC. On peut les considérer. En quoi c'est choquant quand on sait que dans le privé, il y en a qui n'ont même pas le SMIC? Non, vous ne pouvez pas justement comparer. L'État n'est pas une providence. L'État n'est pas une providence. Non, vous ne pouvez pas comparer. L'État n'est pas une providence. C'est nous qui travaillons tous pour que l'État ait de l'argent dans les caisses. On reste dans le débat. On est dans le débat. Vous ne pouvez pas comparer
ce qui se passe dans le privé. Mais c'est vous qui comparez et je veux comprendre. Je ne compare pas le privé parce que je ne suis même pas dans le débat du privé. Mais pourquoi vous trouvez qu'il y a un enseignant dans le public qui n'est qu'au SMIC? Oui. Alors que le SMIC, c'est le salaire minimum. Justement, notre SMIC, quand on entend notre SMIC même, et on entend des salaires politiques, l'analyse est à ce niveau. Si vous voulez mieux comprendre la situation... C'est vous qui analysez le débat. Moi, quand je suis enseignant, ou bien un policier, un militaire, et que... regardez le... Il n'y a jamais eu des enseignants dans ce pays qui ont travaillé sans avoir le SMIC et pourtant qui ont bien travaillé, qui vous ont bien formé? Justement, je suis d'accord avec vous. Non, parce que quand on fait le débat, on entend des enseignants dire que c'était leur époque, c'est leur choix, alors que ces enseignants n'ont forcément pas choisi. Ils étaient dans des conditions plus difficiles, ils n'avaient même pas accès à ces lieux d'enseignement-là. Et pourtant, ils ont accepté de faire le sacerdoce pour vous former, vous et nous. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a la crise. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la crise ne se décrète pas. C'est une accumulation de frustrations. Ils ont accumulé quelle frustration, ces enseignants qui sont là aujourd'hui? Ils ont assez accumulé. On ne va même pas faire les distances. Ceux qui ont fait la lutte sont déjà pratiquement à la retraite. Eux, ils viennent en bénéficier. Justement, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est comme si vous me dites aujourd'hui qu'il y a des enseignants qui ont travaillé sans salaire et que des politiques travaillent avec salaire et qu'on continue dans... Moi, je ne fais pas la comparaison entre le politique et les enseignants. Pour moi, c'est que quand on prend le secteur de l'enseignement, par rapport à un nombre d'années en arrière, il y a eu des avancées. Et c'est normal qu'on veuille qu'il y ait d'autres avancées. Mais pour qu'il y ait ces avancées-là, il faut que tous ensemble, on travaille pour apporter ces avancées. Moi, je ne veux pas faire de comparaison avec le politique. Je suis peut-être d'accord avec vous, mais je dis quelque chose. Ces enseignants-là, vous savez, quand on évolue, nous connaissons des sorts démographiques. Nous connaissons la cherté de la vie. Il y a la vie qui évolue, on est d'accord. Je suis d'accord. Les ministres de Kérékou, par exemple, étaient à 400 000 francs le mois. Et il y a un ministre qui est monté au créneau pour le dire. Aujourd'hui, le ministre est environ... Vous ne répondez pas à ma préoccupation. Non, Restons dans le secteur de l'enseignant. Oublions, nous, on n'est pas là pour faire le syndicalisme. On n'est pas là pour... On est là juste pour trouver des solutions à une sortie de crise. Aujourd'hui, quelles concessions chacun doit faire? Je pense que... Au-delà des comparaisons qu'on a toujours fait, qui ont fait que le débat s'est enlisé. Le nœud du débat, la sortie même de cette crise, je pense que tout est au niveau du gouvernement. Tout est au niveau du gouvernement. Le gouvernement doit faire des concessions. Les syndicalistes ont fait de concessions. J'ai fait une analyse. Moi, je ne n'ai pas vu quelles concessions ils ont fait. À part attendre, donner un moratoire de près d'un an au gouvernement, moi, je n'ai pas vu les concessions. La preuve, on leur a accordé quelques primes la dernière fois. Ils ont dit que c'était insuffisant. Oui, c'est juste. Et moi, j'en ai entendu même qui ont dit que pour ne serait-ce qu'une seule prime, ils doivent prendre 50 000 francs par mois. 50 000 francs pour un enseignant, s'il a 8 primes, vous faites le calcul pour un mois, vous faites le calcul pour une année, pour le nombre qu'ils font en tant qu'enseignant, on va trouver l'argent où? Moi, je veux comprendre. J'ai remarqué que vous isolez un peu... Je n'isole pas le débat. Je suis fatiguée, en fait, qu'on passe notre temps à dire tel a tort, tel a raison. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir? Vous dites que c'est le gouvernement qui doit tout faire. Le gouvernement va tout faire jusqu'à quelle limite? Il ne s'agit pas de tel a tort ou bien tel n'a pas tort. Il ne s'agit pas de ça. Mais malheureusement, depuis qu'on a commencé ce débat, on a l'impression que c'est le gouvernement qui a complètement tort. Soit, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour sortir? Les syndicalistes ont fait des concessions. Oui. Quelles concessions l'État doit faire? L'État aujourd'hui doit répondre efficacement par... Les gens ont demandé que des arrêtés soient signés. Si on signe l'arrêté et qu'ils demandent l'application, on applique comment? Mais justement... Parce qu'on a vu dans le secteur de la santé, pour donner de l'eau à votre moulin, les agents de santé dire dans ce pays qu'ils veulent qu'on leur paye leur arrêt et tout ça. Le gouvernement a dit oui, on va le payer sur échelonnement. Et pourtant, ça pose problème. Justement, quand un gouvernement... Je n'aime pas qu'on isole les sujets. Quand un gouvernement, par exemple, fait un pacte avec une corporation de la masse et que ce même gouvernement, après cette minorité, parce que quand je parle du gouvernement, je parle de la petite minorité là, qui exerce une force sur une autre institution étatique, qui arrache le droit de grève à une corporation. Or, nous savons que parmi les moyens pour une corporation... On ne l'a pas arraché. Il faut que vous corrigiez en même temps. L'Assemblée a décidé qu'on arrache le droit de grève. Oui. La Cour constitutionnelle a dit non, il ne faut pas arracher, il faut recadrer. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Assemblée n'a plus rien dit. Donc, le droit de grève n'est pas arraché. Non, je suis en train de faire une analyse. On n'a qu'à faire une analyse. On n'a qu'à faire une analyse pour évoluer. Oui. Aujourd'hui, le droit de grève n'a pas été retiré, n'a été retiré à personne dans la fonction publique. Avançons. Heureusement, c'est parce que la Cour a dit le droit. Oui, mais la Cour dit le droit. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avancer? Ou je donne la parole à M. Agoton très rapidement avant de revenir à vos propositions. Non, tout à fait. Il faut dire que chaque parti a forcément des concessions à faire pour une sortie. Selon vous?
de la crise. Quelles sont ces concessions? C'est vrai que le premier responsable du dégel de cette crise-là, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, par exemple, doit cesser avec des attitudes belliqueuses, comme par exemple, lorsque la situation conflictuelle est déjà là et qu'on n'a pas trouvé une solution à cette situation, qu'on cherche encore à défalquer les salaires de ces pots, en tout cas. Pour vous, la question préjudicielle du retour de la rétrocession les gens doit demandent être beaucoup réglée. plus. Vous ne leur payez, vous ne leur concédez pas encore cela. Et le peu qu'ils ont, vous... Pensez-vous que si on rétrocède, la crise va s'atténuer? Et vous voulez encore... Non, c'est d'abord pour dire quoi? C'est d'abord pour dire que le gouvernement doit se mettre dans une attitude en tout cas, de quelqu'un qui veut une avancée de la situation. Donc le premier pas, c'est de rétrocéder. Le premier pas, c'est de cesser d'abord avec les défalcations, donc ce qui a déjà été défalqué, donc rétrocéder aux enseignants. Le gouvernement doit finir également avec, il doit cesser également avec les menaces à l'endroit des différentes corporations et syndicales. Cela est important. Je dis, la violence verbale, elle est sous... Vous pensez que la violence verbale n'est pas du côté des syndicalistes? Tout à fait. Je ne suis pas encore au niveau des syndicalistes. Je parle d'abord donc du gouvernement. Le gouvernement doit cesser avec cela. Donc, le discours aujourd'hui du gouvernement doit être un discours beaucoup plus responsable vis-à-vis des syndicats. Le gouvernement doit également montrer sa bonne foi dans les négociations. C'est-à-dire que ce qui est mis sur la table, qui est contenu dans la plateforme revendicative aujourd'hui, le gouvernement doit clairement dire les points sur lesquels il entend négocier, les points sur lesquels il doit pouvoir y avoir Mais le gouvernement l'a dit. Le gouvernement a dit, quand on fait le cumul, nous n'avons pas aujourd'hui ce montant dans les caisses de l'État, il faut aller par échelon. Le gouvernement l'a dit, non? Non. Et vous savez, ce n'est pas ça qui règle le problème, de dire qu'on ne l'a pas. Parce que le nombre d'enseignants qu'on a au Bénin, c'est un besoin et il en manque même. Donc on ne peut pas prendre l'effectif des enseignants comme on va vous payer, mais qu'on n'arrive pas à le payer. Non, c'est pour dire quoi? Quand vous prenez par exemple l'indexation salariale pour les enseignants, c'est déjà un droit acquis. Parce que ça a été on est d'accord sur la question. Par rapport à cela, le gouvernement ne doit pas remettre ça en cause. C'est de voir quelles sont les modalités. C'est suivant les modalités aussi bien, les modalités temporelles, n'est-ce pas, que liées et que celles financières, de voir à partir de quand cela peut commencer et cela va entrer en application. Les travailleurs ont dit qu'ils ne vont pas attendre, non, qu'il y a de l'argent, la preuve qu'on en donne aux politiques, non? Justement, parce que pour en arriver réellement là, c'est pour ça que j'ai dit que le gouvernement doit donner pour sa bonne foi. C'est pour en arriver là et définir pour cela, le gouvernement doit donner sa bonne foi. Le gouvernement doit des documents. Le gouvernement doit démontrer sa bonne foi en montrant qu'il n'y a pas une minorité, et surtout parlant de cette minorité, le personnel politique, lorsqu'on lui a confié, de signer les documents. Non, lorsqu'on lui a confié que ce personnel politique-là peut en bénéficier, a le droit d'en avoir plus que les autres. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que lorsqu'il y a une situation, par exemple, d'austérité, que nous traversons aujourd'hui au Bénin, chacun doit pouvoir donc faire des sacrifices. Donc ça, on attend, les partenaires sociaux attendent cela donc du gouvernement. Et comme on l'a dit à l'entrée de cette émission, on dit il faut mettre sur la place publique les salaires que vous gagnez. Le chef de l'État, vous savez, le chef de l'État lui-même est allé dire dans un entretien avec les syndicalistes, il a dit, ceux-là, ils sont bien payés. D'accord, leurs enfants ne vont pas dans nos écoles, ils vont se soigner à l'extérieur du pays. Mais dans le même temps, il dit... Ne remettons pas de l'huile sur le feu. Dans le même temps, non, c'est pour vous dire. Dans le même temps, le chef de l'État dit que... Dans le même temps, le chef de l'État dit qu'on ne peut pas faire appel à des gens et ne pas les payer à la hauteur de ce qu'ils rendent. Alors que si on les a appelés, c'est qu'il y a un devoir de sacrifice qu'ils ont vis-à-vis du pays. Bon, un instant, si vous avez votre expertise, vous travaillez à l'extérieur du Bénin, vous êtes grassement payé et qu'on vous dit revenez au pays travailler, vous pensez qu'on va vous payer, je ne sais pas, au 10e de ce qu'on vous payait à l'extérieur? C'est une question. Non, et le patriotisme c'est une question de compétence. Oui, le patriotisme oblige. Lorsque je viens dans mon pays et que je me rends compte que je l'accepterai. Il n'y a rien à faire. Je l'accepterai parce que c'est ça. Le gouvernement aujourd'hui doit faire aussi l'effort d'écouter, n'est-ce pas, les partenaires sociaux par rapport à tout ce qui est mis en œuvre. Oui, les écouter, c'est dire oui à tout. Par rapport à des réformes. Parce qu'il y a également
des propositions, il y a également un certain nombre d'observations que ces partenaires font concernant ces réformes-là. Donc, il faut que le gouvernement se mette dans une attitude. Mais dans le secteur de l'éducation, on n'a pas eu de proposition de réforme. C'est dans le secteur de la santé que les partenaires ont dit qu'ils avaient des propositions et on leur a demandé, on leur a donné les canaux pour en parler. La preuve, ce n'est pas une preuve de revendication pour le secteur de la santé. Non, ce n'est pas. Et peut-être de façon spécifique non liée aux enseignants, au secteur de la santé et autres là. Mais je sais quand même que de façon globale, pour ce qui est en train d'être mis en œuvre, même si ce n'est pas spécifiquement lié au secteur et autres, les acteurs aussi pour les plateaux, ils n'en manquent pas de faire. Oui, mais dans le secteur de la santé et de la justice, c'est la rétrocession des défalcations et qu'on ne défalque plus. C'est ce qu'ils réclament aujourd'hui pour retourner à leur travail. Mais c'est seulement dans le secteur de l'enseignement, de l'éducation, si vous préférez, qu'ils ont dit qu'il faut qu'on leur rétrocède cela et qu'on puisse signer les arrêtés d'application de leur indexation salariale. Tout à fait. Ils l'ont dit, mais en plus de tout ça, là, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un certain nombre, en tout cas, d'avis qu'ils émettent sur la façon, sur tout ce qui est fait aujourd'hui dans la gestion du pays. C'est important parce que c'est peut-être des non-dits dans la plateforme revendicative. En fait, moi j'insiste sur la question parce que moi j'ai écouté des enseignants et c'est leur point essentiel. Les autres points pour eux se règlent déjà dans les comités sectoriels de dialogue, dans leur ministère. Il y a des points essentiels, mais il y a des points secondaires qui sont pas, en tout cas, qui sont pas aussi, non moins important. Non, je ne dis pas le contraire. Donc, c'est de ça aussi il est question. Et pour revenir maintenant aux enseignants, c'est que les efforts, ce que les enseignants doivent faire comme concession aussi, c'est de voir que la crise n'amène pas forcément à une année blanche. Vous pensez qu'on va l'éviter? En tout cas, moi, je crois. Vous espérez? Moi, je crois, et je le sais bon vivement, je crois que chaque parti, chaque catégorie d'acteurs fera ce qui est en son pouvoir pour que nous ne connaissions pas donc une année blanche. Je crois aussi que les enseignants doivent faire en sorte que pour une fois, hein, en tout cas à la sortie donc, de cette crise-là aussi, que ce qui doit être fait de leur côté, ce qui doit être mis en œuvre pour que les problèmes qui sont là, qui sont des problèmes réellement d'ordre structurel liés à leur profession, soient réglés. Et donc, de façon globale, c'est dit que c'est d'abord que les différentes parties acceptent d'aller à la table de négociation et soient animées de l'esprit de voir la crise dénouée. Donc, c'est ce que nous attendons. Monsieur Arandessi. Je pense que mon vis-à-vis, il a déjà quand même abordé le sujet. J'ai remarqué que le gouvernement a eu quand même le mérite, a eu le sens là, de réduire aujourd'hui les revendications à la rétrocession des salaires défalqués. Et vous allez remarquer que pour avancer désormais, pour avancer aujourd'hui dans la crise, pour avancer vers une porte de sortie, il faut que les fonds défalqués soient rétrocédés. Et la dernière fois, vous avez remarqué que les gens étaient allés à la table de négociation, mais il ne s'agissait même pas de la question de rétrocession des salaires. Et c'est pourquoi certaines corporations ont claqué la porte. C'est pour vous dire quoi? Pour aujourd'hui avancer dans cette crise vers une porte de sortie, il faut que les fonds qui sont défalqués soient rétrocédés et que le gouvernement remette les corporations syndicales en confiance. En quoi faisant? Oui. Par exemple, nous ne pouvons pas être à une table de négociation où nous remarquons en même temps une forme de supériorité entre la grande masse et la petite minorité. Au sein d'une négociation, ce n'est pas une partie qui oriente le centre de la négociation, mais c'est une compromission, c'est un consensus. Voici ce que nous voulons faire, voici ce que nous voulons. Trouvons juste le bon milieu. C'est comme ça une situation conflictuelle se règle. Maintenant, aujourd'hui, la question d'année blanche revient chaque fois, on dit année blanche. J'ai remarqué que nous voulons toujours et chaque année continuer avec les mêmes problèmes. L'année prochaine, si on arrive à sauver l'année, si chacun joue sa partition pour qu'on sauve l'année, l'année prochaine, vous allez remarquer, nous allons continuer avec les mêmes problèmes. Il s'agit d'une crise. Et ne pas trouver la solution nécessaire, la vraie solution à la crise, ne fait que déplacer. Monsieur Arandessi, faites vos propositions. On est à la fin de l'émission. J'ai fait ma proposition, j'ai demandé, j'ai dit
D'abord, il ne s'agit pas, moi, de faire des propositions. Je vais donner des orientations. Vous êtes un citoyen. Dans ma posture de quelqu'un qui analyse la situation, je dis, aujourd'hui, ceux qui sont même en situation conflictuelle savent comment régler ce problème. Les gens ont demandé que les fonds débarqués soient retrocédés pour qu'on avance. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, j'aimerais demander, quand on est face à une situation conflictuelle, c'est vrai qu'il y a deux acteurs qui s'affrontent, bien plusieurs acteurs qui s'affrontent. Mais il y a des acteurs qui connaissent, qui doivent jouer pleinement leur rôle, qui aujourd'hui ne jouent pas leur rôle. Vous allez remarquer qu'on était dans la situation de 89 dans ce pays, il a fallu des gens comme Monseigneur Isidore de Souza et autres qui se sont levés pour dire, en tant qu'acteur de la société civile, en tant qu'observateur, en tant que sage du pays, il faut que nous ayons, nous connaissions du moins une solution, que nous ayons une solution à cette crise. J'aimerais demander à toutes les corporations aujourd'hui, les hommes de Dieu, certains anciens politiques, qu'on le veuille ou pas, des médiateurs de la République, s'ingèrent pleinement dans cette crise pour que nous ayons une solution. Si ce n'est pas comme ça, nous allons continuer à traîner. Et j'aimerais également, pour finir, demander à la masse ou bien à la base, parce que vous allez remarquer que le guidon aujourd'hui n'est plus tenu par les responsables syndicaux. Le guidon aujourd'hui est tenu par la masse même, la population à la base. Et par rapport à ça, il faut vraiment aller aux états généraux. Ce n'est pas le gouvernement qui ira aux états généraux avec la base, mais les centrales et syndicats doivent aujourd'hui aller à la base, vraiment se comprendre avec la base avant de se retourner vers les gouvernants ou bien le gouvernement, et pour qu'une solution soit trouvée au plus vite pour quand même le bien-être de la population béninoise. Monsieur Agoton. Le défi du Bénin, c'est celui donc, du développement. Et il n'y a pas de développement sans la paix. La paix est une condition sine qua non. Et la paix ne suffit pas seulement l'absence de conflit, c'est aussi, c'est-à-dire, je veux dire, l'absence de guerre. Mais lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a de la crise, c'est que la paix, elle est menacée. Et donc, lorsque nous n'avons pas pu trouver les moyens pour prévenir les crises, et qu'elles sont déjà là, c'est de trouver maintenant les moyens pour les juguler, pour les régler. Et entre autres de ces moyens, et nous, en tant que portiers de la paix, on avait en son temps proposé la repentance, le pardon et la réconciliation. Alors, loin d'être des concepts religieux, c'est des ressources intelligentes pour régler les situations de crise. La repentance, parce que autant que nous sommes aujourd'hui, nous devons nous sentir acteurs responsables de la situation. Donc, chacun doit pouvoir faire son introspection à son niveau individuel et également la remise en cause collective pour voir est-ce que on accorde autant d'intérêt, autant que nous sommes donc à la nation. Nous devons nous pardonner parce qu'aujourd'hui, le pardon, avec tout ce qu'il y a comme situation, avec les suspicions, avec la situation conflictuelle qui est toujours latente et autres. Donc, nous devons nous pardonner aujourd'hui dans le pays, de part, et je crois qu'il y a le chef de l'État lui-même qui a commencé par faire des aveux, et même certains de ses partenaires aussi, un peu dans ce sens-là. Mais nous devons avoir l'audace d'aller beaucoup plus loin, pour que, comme quelqu'un l'a dit, parce que ce qui doit être consacré s'il devait y avoir État généraux, c'est cela. Donc, dire ce qui ne va pas, qui sont les responsables, comment en est-on arrivé là, et maintenant accepter de nous pardonner pour avancer. Parce que sans le pardon, on ne peut pas avancer. Et la réconciliation, comme on l'a retrouvé à la conférence des forces de condamnation en 90. Donc, les assises nous ont permis de retrouver cette réconciliation. Il est également important que nous nous mettions donc dans une certaine dynamique pour aller à cette réconciliation. Ce sont, je crois, à l'avis donc des potiers, ces ressources-là qui nous permettront de sortir de façon définitive de cette crise-là pour mettre en place, pour qu'il y ait une paix durable au profit du développement du Bénin.
Vivement donc que nos cris de détresse, nos cris de cœur et nos appels soient entendus par les gouvernants et les partenaires sociaux. Je retiens juste de cette émission qu'il faut un retour aux valeurs patriotiques et civiques, le respect des tests, la bonne foi et le consensus. Faire des compromis peuvent nous amener à une sortie de crise, mais il faut placer l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. Et c'est dans la paix, le travail et l'équité pour tous que nous allons amorcer le développement de notre pays. Et comme je l'ai dit, il faut savoir pouvoir se demander qu'est-ce que je peux faire pour mon pays et non qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Restez connectés sur notre plateforme www.ezaetv.com ou Ezae Radio si vous préférez, mais surtout participez au développement de votre nation où que vous soyez et quoi que vous fassiez. À très bientôt.